Bienvenue dans le Trésor de RTI 1. Bonjour à tous. Voici les titres de cette nouvelle édition. Le président de la République de Côte d'Ivoire, de retour hier à Abidjan, Alassane Ouattara, a participé aux travaux du 60e sommet ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO a planché hier à Abuja, au Nigeria, sur la situation politique au Mali et en Guinée-Conakry. En Côte d'Ivoire, une cérémonie de remise de chèques il y a quelques jours aux victimes des crises post-électorales survenues ces dernières années. C'est une initiative du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Ce département ministériel a encouragé les victimes à pardonner. Enfin, le centre et le sud des États-Unis dévastés par des tornades. Bilan 94 morts, plusieurs blessés et disparus. Mais avant de développer ces trois titres, notons que la Côte d'Ivoire exprime sa compassion après les violentes et meurtrières tornades survenues récemment dans le centre et le sud des États-Unis. Le président ivoirien Alassane Ouattara a écrit ce télégramme à son homologue américain Joseph Robinette Biden Jr. Monsieur le Président, c'est avec une vive émotion que j'ai appris la triste nouvelle des violentes et meurtrières tornades qui ont ravagé les 10 et 11 décembre 2021 plusieurs villes du centre-ouest des États-Unis d'Amérique, notamment des États de l'Illinois, de l'Arkansas, du Missouri, du Tennessee et du Kentucky, occasionnant la mort de 94 personnes, de nombreux disparus et blessés, ainsi que d'importants dégâts matériels selon un bilan provisoire. En cette circonstance particulièrement douloureuse, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, exprimer à votre Excellence, au gouvernement et au peuple américain, de même qu'aux familles éplorées, mes condoléances les plus émues et ma profonde compassion. Je prie votre Excellence de bien vouloir transmettre mes vœux de prompt rétablissement aux blessés ainsi que de réconfort aux sinistrés de ce drame. Très haute considération, signée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, donc, le retour hier dans la soirée à Abidjan du président de la République Alassane Ouattara. Le chef de l'État était à Abuja, au Nigeria, dans le cadre du 60e sommet ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Le 11 décembre dernier, toujours au Nigeria, le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé à l'inauguration de la nouvelle ambassade de Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, de retour à Abidjan, a été accueilli hier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët par le Premier ministre Patrick Achi. Le 60e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Abuja, au Nigeria. Écoutons le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Ce 60e sommet ordinaire a été l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO de faire le point de la situation politique, sécuritaire et économique de la sous-région ouest-africaine. Au plan sécuritaire, les chefs d'État et de gouvernement ont condamné les nombreuses attaques terroristes dans la sous-région, en particulier au niveau des pays de la ligne de front, le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Dans le domaine de la santé, ils ont déploré la persistance de la pandémie de la Covid-19 et l'apparition de nouveaux variants, Omicron. S'agissant du volet politique, ils ont félicité la bonne tenue des élections présidentielles en Gambie et au Cap-Vert, mais se sont dit préoccupés par la situation politique au Mali et en Guinée. Face à tous ces défis, ils ont préconisé une solidarité d'action pour plus d'efficacité. Ainsi, au niveau sécuritaire, ils ont souhaité une plus grande coordination au niveau des renseignements. En ce qui concerne la lutte contre la pandémie de la Covid-19, ils ont à nouveau émis le souhait d'une production des vaccins à l'échelle du continent africain et des pays de la CEDEAO. Lors de la cérémonie d'ouverture, plusieurs lauréats ont reçu le prix d'excellence de la CEDEAO édition 2020 pour leur contribution à la promotion de la paix, de la démocratie, de la stabilité, de l'intégration, de la science,
des arts et du cinéma. Ainsi, la comédienne ivoirienne Akissi Delta a été distinguée au titre des arts et du cinéma et l'artiste Were Were Lee King de la Ville Aki a été distingué au titre des lettres et des arts dramatiques. Un commentaire de Viviane Haïm. Des chèques remis il y a quelques jours aux victimes des crises post-électorales survenues ces dernières années en Côte d'Ivoire. C'est une initiative du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. L'occasion pour la ministre Belmonde Dogo d'encourager les victimes à pardonner. Noël Dagnogo et Jean Djadji. Bonne nouvelle pour les sinistrés des crises sociopolitiques en Côte d'Ivoire. 247 personnes reçoivent des prises en charge scolaires et des bons en soins médicaux. Montant global de ces dons, 47 millions de francs CFA. Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance à l'État de Côte d'Ivoire. Ce don symbolise la compassion du gouvernement à toutes ces victimes. Toutes les victimes ici présentes, par ma voix, vous traduisent leurs remerciements pour votre engagement à leur côté et surtout vous expriment leur soulagement pour la reprise de l'indemnisation. Merci, madame, d'avoir pensé à nos enfants, nos frères et sœurs qui vont reprendre les soins. Je voudrais demander vraiment pour la prise en charge que les enfants, si on pouvait faire ça avant la rentrée. Vraiment, nous les victimes, surtout les veuves, nous demandons si on pouvait avoir des logements. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a rassuré les victimes et leurs ayants droit sur la teneur des mesures élaborées pour améliorer leurs conditions de vie et faciliter leur réinsertion économique. C'est avec un réel plaisir que je me retrouve ici, à l'occasion du redémarrage des opérations d'indemnisation des victimes des crises. La réparation des préjudices causés par les crises est un droit et le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, en a fait une exigence, car elle permet de soulager les victimes et d'exprimer la solidarité de la nation entière avec les personnes qui ont souffert ou qui continuent de souffrir de cette crise. Ces indemnisations offertes à ces populations vulnérables sont comprises entre 60 et 300 000 francs CFA. Une minute de silence est observée à cette occasion en l'honneur des personnes décédées lors de ces récentes crises de la décennie. Rappelons que vaccinés contre le coronavirus, nous sommes protégés contre la maladie, mais respectons aussi les gestes barrières. Les chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier 9 nouveaux cas de coronavirus. À la date du 12 décembre 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 61 905 cas confirmés de coronavirus, 60 983 personnes guéries, 706 décès et 210 cas actifs. Et pour lutter efficacement contre le coronavirus en Côte d'Ivoire, le lancement le 10 décembre dernier de la deuxième campagne nationale de vaccination. C'était à Port-Boué, commune du district d'Abidjan. Il s'agit de renforcer l'immunisation collective avec environ 3 millions de doses de vaccins administrées aux populations. Les explications de Salima Toudia. Renforcer l'immunisation collective à la Covid-19, c'est l'objectif à atteindre pour la Côte d'Ivoire. À la date du 7 décembre, c'est environ 4 700 000 doses de vaccins qui ont été administrées dans le pays. Un résultat très loin de l'objectif de 70% escompté, soit environ 14 500 000 personnes à toucher. Pour atteindre sa cible, le gouvernement lance une seconde campagne de vaccination nationale. Cette campagne se déroulera à partir du 10 décembre et concernera toutes les personnes cibles âgés de 18 ans et plus qui ne sont pas encore vaccinés ou qui ont reçu une première dose et qui n'ont pas encore fait leur deuxième dose. L'objectif assigné à cette campagne est d'administrer au moins 2 500 000 doses de vaccins, tout type de vaccins confondus. Lieu choisi, le quartier Adjaoui coupé dans la commune de Port-Boué, district sanitaire.
Les personnes non vaccinées ou celles n'ayant pas encore reçu leur seconde dose sont exhortées à fréquenter les sites de vaccination. Nous avons eu plusieurs sensibilisations, mais vraiment, ce n'était pas facile. Donc je crois que la venue du ministère même va confirmer les choses. Et je crois qu'au travers de cette action, la population vraiment va prendre la chose à cœur et elle va accepter vraiment de se faire vacciner pour que nous puissions vraiment éradiquer ce fléau. La Côte d'Ivoire a réceptionné, à la date du 25 novembre, dans sa flotte de vaccins, environ 10 776 000 doses. La Croix-Rouge Côte d'Ivoire a également engagé activement dans la vaccination contre le coronavirus. En effet, cette association d'aide humanitaire était récemment à Oumé, dans la région centre-ouest du pays. Dernière étape de sa tournée de vaccination des populations, 1500 personnes ont été ainsi vaccinées. Le point, Jean Djadji. 1500 personnes vaccinées contre la Covid-19 durant 3 jours dans la ville d'Oumé. Ces populations n'ont pas boudé la campagne de vaccination initiée par la Croix-Rouge Côte d'Ivoire. Avec l'apparition de nouveaux variants, elles l'ont si bien compris, l'heure est à l'urgence pour une immunité collective. J'aimerais dire à mes frères et sœurs qu'ils viennent faire leur vaccin pour éviter la maladie du Covid-19, car c'est très important pour la santé. Le préfet d'Oumé, présent à cette campagne, a exhorté ses administrés à se rendre dans les différents centres de santé. Quant à la Croix-Rouge Côte d'Ivoire, elle a notamment insisté sur la nécessité d'accompagner les initiatives gouvernementales à impact communautaire et national. La lutte contre la pandémie à Covid-19 en est une parfaite illustration. C'est l'occasion pour moi d'inviter toute la population du département d'Oumé à adhérer massivement à cette opération au regard de tout ce qui se passe dans le monde. Des décès qu'on enregistre par rapport à la Covid, on peut dire que la Covid-19, c'est une réalité. On constate malheureusement 2 ans après une résurgence, n'est-ce pas, de cette pandémie. Donc il était important pour nous de revenir intensifier nos actions de sensibilisation. Les 3 sites prévus pour cette étape de Oumé, il y a le site de Gatazra, il y a la mosquée de Koko et puis effectivement le dernier point de vaccination, c'est le centre, le PMI d'Oumé. Cette crise sanitaire due à la maladie à coronavirus a eu d'énormes conséquences sur les activités socio-économiques de la région. Les populations sont invitées à se faire vacciner en masse afin de briser la chaîne de transmission de cette pathologie. Toujours en Côte d'Ivoire, des équipements informatiques remis récemment au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. C'est un don du Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA, dans le cadre de la 3e phase du projet de lutte contre les fistules obstétricales. Les précisions de Salima Toudia. C'est un geste qui devrait booster la prise en charge des femmes atteintes de fistules obstétricales. Le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, a procédé à la remise de matériel informatique aux gestionnaires de données dans les centres de prise en charge de la fistule. Nous avons aussi constaté qu'il y a le besoin de qualité de données sur les fistules. Et c'est dans ce cadre que UNFPA, avec son bailleur COICA, en partenariat avec le ministère, jugé nécessaire de doter les centres de prise en charge de moyens afin de collecter les données tant au niveau communautaire qu'au niveau des hôpitaux, afin d'avoir des données fiables pour une meilleure planification des interventions et de la prise en charge. Une collecte de données en temps réel sur la fistule grâce à l'application SGFO dont se serviraient, entre autres, les agents de terrain. Les personnes en fait, qui sont dans les hôpitaux, il y en a qui sont chargés donc, de pouvoir renseigner les données. Quand ils renseignent les données, il y a aussi bien le dossier médical que les actes de suivi et tout ce qui concerne aussi les données communautaires qu'on doit pouvoir avoir pour pouvoir faire la prise en charge de façon efficace. Et une fois que ces données-là sont renseignées, ça arrive au niveau central pour la prise de décision et l'action. Et donc ça prend en charge tous les hôpitaux. Aujourd'hui, il y a quelques centres spécialisés qui font les opérations, mais à terme, comme vous l'avez bien entendu, avec l'UNFPA et puis le ministère de la Santé aujourd'hui travaille pour que ce soit les opérations de routine qui soient prises en charge vraiment par tous les médecins. Les 8 centres spécialisés reçoivent ce matériel avec beaucoup d'espoir dans l'amélioration de la prise en charge. L'une des difficultés que nous rencontrons, c'est de pouvoir collecter les données, de les traiter et de les mettre à la disposition
de notre hiérarchie et je dirais même de la population pour qu'on sache ce que nous faisons. On travaille souvent beaucoup, mais quand on ne rapporte pas, on ne sait pas vraiment ce que nous faisons. Donc ces appareils que nous recevons aujourd'hui vont nous permettre de les mettre à la disposition des gestionnaires de données qui vont pouvoir faire un travail de qualité sur le terrain. 400 cas de fistules sont traités par an lors des caravanes de prise en charge, d'où l'objectif de faire de celle-ci une routine. Dans l'actualité nationale, également des séances de formation à l'endroit des directeurs et adjoints de cabinet des différents ministères. Objectif, renforcer leur capacité pour la modernisation d'une fonction publique plus compétente. Noël Dagnogo et Godefroy Okambawa. Pour une administration publique capable de répondre efficacement aux attentes des usagers, les directeurs et adjoints de cabinet des ministères sont en formation pour un renforcement de capacités. L'initiative est du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Cette formation vise à donner les rudiments nécessaires à ces administrateurs pour une administration plus performante. Il est important pour les directeurs de cabinet qui ont en charge le pilotage des activités ministérielles de se retrouver ensemble, de prendre un diagnostic et de pouvoir relever tous les défis qu'ils rencontrent. Parce que nous avons des objectifs, c'est le suivi et évaluation, c'est la redevabilité, autant d'éléments qui doivent être pris en compte pour une Côte d'Ivoire moderne et prospère. Des communications, des échanges et partages d'expériences ont permis à ces administrateurs de mieux cerner leur rôle dans la politique de la modernisation de l'administration publique. Le directeur de cabinet doit fédérer l'action au niveau du cabinet, doit s'appuyer sur les services techniques qui détiennent le métier au niveau des différents services et pouvoir donc mettre en œuvre un programme suivi pour que nous puissions donc mieux non seulement demander les moyens, parce que quand vous demandez les moyens, qu'on voit un programme aussi bien structuré, je pense que le budget lui-même s'empresse à faire un effort et est même gêné de vous laisser partir sans ne serait-ce que vous donner une partie de ce que vous demandez. La ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, en quête d'efficacité, exhorte ses premiers responsables de l'administration à s'engager pour la redynamisation des services publics ivoiriens. La performance de notre administration passe nécessairement par le bon recrutement de nos ressources humaines, mais surtout par la formation continue, le renforcement des capacités, bâtir des stratégies, être des équipes gagnantes qui facilitent la visibilité de l'action gouvernementale. Notons qu'avant cette formation, plusieurs réformes, entre autres l'aménagement au niveau des concours administratifs et la formation des agents, ont été initiées par la tutelle. Des festivités dans la région nord-est du pays. La 6e édition de la Journée internationale du volontariat s'est déroulée récemment à Kong. Thème retenu, être volontaire aujourd'hui pour un avenir commun. À noter que lors de cette célébration, 300 volontaires du district des Savanes ont prêté serment. Les détails, Kader Sogodogo de RTI Bouaké. La Journée internationale du volontariat. L'hommage mondial à tous ces citoyens qui forgent un sentiment de solidarité, qui renforce la cohésion sociale et qui aident les plus démunis. C'est Kong dans le Kyologo qui a été choisi pour la célébration nationale autour du thème « Être volontaire aujourd'hui pour un avenir commun ». Le moment était indiqué pour les Nations Unies de saluer les efforts de la Côte d'Ivoire en faveur des jeunes. Les régions de Kyologo et du Bonkani sont confrontées en particulier à d'importants défis sur les plans socio-économiques et sécuritaires qu'il importe de relever au plus vite et de manière coordonnée. Permettez-moi de féliciter le gouvernement pour avoir jeté les bases de l'action concertée nécessaire pour faire face à ces fragilités, avec la mise en place d'une fenêtre d'intervention prioritaire dans les zones frontalières du nord du pays, dans le cadre de la 2e phase du programme social du gouvernement. Il s'agit d'une initiative salutaire en droite ligne de la vision du secrétaire général des Nations Unies pour la prévention des conflits. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique a quant à lui invité les communautés à se tenir la main. L'objectif à terme de ces initiatives que nous prenons est de mettre en place un corps de jeunes filles et de garçons volontaires capables d'apporter à tout moment leur contribution au développement social, économique, de proximité de leur communauté.
C'est pourquoi, pour permettre à un plus grand nombre de jeunes de bénéficier donc de formation et d'éducation aux valeurs. Ils sont au total 300 volontaires issus du district des Savanes qui ont au cours de cette cérémonie prêté serment. Ils se rendent ainsi disponibles pour leur communauté. Un retour dans le district d'Abidjan où le comité La Plus Belle Commune a lancé officiellement il y a quelques jours ses activités. Il s'agit de promouvoir et de soutenir les communes et collectivités de Côte d'Ivoire. Espérance Diakalé et Chak Koné. Quelles sont les possibilités convenables à la disposition des collectivités territoriales pour financer les nécessaires investissements de développement? C'est le thème d'un panel organisé par le comité La Plus Belle Commune. L'organisation à but non lucratif s'investit dans la recherche de financement solidaire et l'évaluation des initiatives citoyennes locales au service de la communauté. On s'est dit qu'on allait mettre en place un comité pour pouvoir, d'une part, les aider à rechercher des financements innovants en mettant en place un programme de formation pour les accompagner à structurer ces financements et accompagner le développement. En outre, le comité La Plus Belle Commune va encourager les entreprises à travers la mise en place de bases de données de projets solidaires. À cela s'ajoutent différents programmes de formation portant sur plusieurs thématiques. C'est une joie de savoir qu'il y a des concitoyens qui pensent à valoriser ce qui est fait sur nos territoires par les élus locaux. Et nous encourageons ce genre d'initiatives qui viennent non pas de l'État, non pas des élus locaux eux-mêmes, mais qui viennent des concitoyens. Et ça nous fait plaisir. Le comité prévoit faire dans le courant du premier trimestre 2022 une cérémonie de remise de prix spéciaux à la plus belle commune, à la meilleure entreprise citoyenne engagée dans des projets sociaux et à la meilleure institution financière. Un tout autre sujet à présent. Non, ça doit changer est une œuvre littéraire présentée récemment au grand public par Noé Moïse Kosonou. Ce livre recommande un changement profond d'état d'esprit par l'éducation. Pas comme Didi et Issaïeo. Noé Moïse Kosonou, dans son ouvrage « Non, ça doit changer », livre des réflexions sur le caractère systémique de la pauvreté en Côte d'Ivoire. L'auteur propose des solutions pour lutter contre la pauvreté, cela en tenant compte des réalités ivoiriennes. J'ai écrit ce livre pour interpeller toutes les parties prenantes, aussi bien les populations que le gouvernement. Il y a des solutions beaucoup plus pratiques à faire. Sans les mises en œuvre de ce type de solutions, on ne pourra jamais arriver au développement. Ce qui doit changer, pour moi d'abord, c'est l'état d'esprit de nous tous. Cette façon d'attendre des solutions qui nous viennent toujours d'ailleurs, les solutions peuvent venir de nous-mêmes. Le journaliste Alain Foucault, qui a préfacé l'œuvre, ne dit pas autre chose que l'auteur. Pour lui, l'on doit privilégier des solutions locales pour développer les pays africains. Les solutions importées ont montré leurs limites. Quelqu'un ne peut pas parler de son village comme il l'a fait, de la pauvreté dans son village comme il l'a fait. Et je pense que c'est important qu'il y ait plus d'auteurs pour parler de nos problèmes par nous-mêmes. À travers cette œuvre, l'auteur propose des solutions aux gouvernants ivoiriens pour la lutte contre la pauvreté. Noé Moïse Kosonou invite les Ivoiriens à se surpasser, à compter sur leurs valeurs intrinsèques, à surmonter les épreuves et à même les transformer en potentialités. Toujours en Côte d'Ivoire, bientôt la réhabilitation des barrages vétustes, et cela dans le cadre du renforcement de l'appui technique à la production du riz en toute saison. Une initiative du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Dans ce reportage de Noël Gnagno, le cas du barrage de Sougouri, situé à environ 5 km de Bondoukou, dans la région nord-est. Le barrage de Sougouri, nous sommes à environ 5 km de la ville de Bondoukou, sur l'axe Bondoukou-Bouna, une retenue d'eau réalisée dans les années 70, une des composantes des performances de la production rizicole de cette époque. Sa capacité est d'environ 3 millions de mètres cubes d'eau. Et cela permet d'irriguer en 2 cycles environ 300 hectares, 300 à 500 hectares. Initialement.
50 ans après, le barrage a perdu de sa superbe. Il nécessite une réhabilitation. Voilà le sens de la visite du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural à Sougouri, pour toucher du doigt les réalités à l'effet d'apporter les solutions idoines. Je suis venu avec les responsables de la riziculture, avec les responsables du ministère, pour qu'ensemble on essaie d'évaluer le préjudice subi par les populations. Vous voyez, au niveau du barrage, le déversoir est bouché, si bien que l'eau ne passe plus de façon fluide. Et donc il faut travailler à faire en sorte que le déversoir soit opérationnel et qu'on puisse également drainer l'eau pour pouvoir alimenter les espaces aménagés. Réhabiliter cette retenue d'eau permettra l'installation de jeunes riziculteurs de la région. Nous voulons motiver toute la jeunesse à véritablement s'approprier cette activité-là. Nous allons demander à tous ceux qui sont déscolarisés de retourner à la terre. Nous allons les conduire vers les structures spécialisées pour être formés à l'effet de bénéficier, bien entendu, de tout ce qui a été dit ici. Surtout que les expériences passées sont prometteuses en termes de production rizicole. Ce riz que vous voyez là n'a pas eu besoin d'intrants. C'est la terre à l'état naturel qui nous donne ça. On n'a même pas eu besoin d'adjoindre de l'engrais pour obtenir ce résultat. Cela veut dire que ici, si ces espaces sont bien aménagés, si nous installons les gens, je suis convaincu que la production qu'il va avoir ici peut permettre à nos populations d'être autosuffisantes en riz. La maîtrise de l'eau est un enjeu majeur de la réduction de la dépendance de la production vis-à-vis du changement climatique, mais aussi et surtout pour assurer la sécurité alimentaire des Ivoiriens. Au chapitre culture, le retour du Seyeye Festival. La 3e édition s'est achevée hier à Beauville, dans le sud du pays. Le Seyeye Festival promeut les arts et le patrimoine des peuples Abé et Krobou. Le point dans ce reportage de Yannick Efoumi et Issaïo. Après une première édition en 2016, suivie d'une deuxième en 2017, le Seyeye Festival revient cette année pour la 3e fois. La population originaire d'Abboville, dans la région de l'Anibi-Tiassa, veulent se réjouir dans l'allégresse à travers ce festival. Nous voulons dire aux populations d'Abboville, notamment aux jeunes surtout, de s'approprier ce festival. C'est leur rendez-vous, ce n'est pas le nôtre. Nous sommes des acteurs culturels. On estime que nous pouvons aider nos frères et nos soeurs qui sont à l'intérieur du pays à faire des choses pour avancer, pour faire avancer notre région, notre département. D'où donc cette action qu'on mène ici. Et surtout, il faut que les jeunes sortent massivement. C'est leur festival. Parrain de cette 3e édition, le président du conseil régional de l'Anibi-Tiassa, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Pierre Demba. Par ailleurs, président du conseil régional, par la voix de son directeur de cabinet, invite tous les Ivoiriens à venir massivement pour y découvrir les richesses culturelles et touristiques de la région. Nous avons des sites touristiques qui n'attendent que d'être valorisés. Au-delà de l'aspect festif, l'enjeu est économique, l'enjeu est culturel. L'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir parler, présenter aux yeux du monde et de la Côte d'Ivoire les aspects culturels, mais surtout touristiques que reconnaît notre région. Seyeye Festival entend ainsi valoriser et promouvoir le riche patrimoine des arts et des cultures ivoiriennes en général et des peuples Abé et Krobou en particulier. Il se tiendra du 9 au 12 décembre prochain à la place Henri Konan Bédié d'Abboville. Enfin, drame aux États-Unis. Une trentaine de tornades ont balayé le centre et le sud du pays. 6 régions ont été touchées et le bilan fait état jusqu'à présent de 94 morts, dont 87 dans le seul État du Kentucky. Plusieurs blessés et disparus. Les fouilles se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants. Voilà, merci de votre confiance et de votre fidélité à RTI1.